première question et je m'adresse donc à Philippe Lefebvre, co-président de l'Institut Théophraste Renaudot. Philippe Lefebvre, vous qui en êtes l'un des spécialistes dans l'espace francophone, l'ITR, l'Institut Renaudot est la structure de référence dans l'accompagnement et le soutien des acteurs de la santé communautaire. Pourquoi doit-on se préoccuper de la vie quotidienne à l'échelon local, très concrètement, lorsqu'il s'agit d'améliorer la santé des gens et de réduire les inégalités? Philippe Lefebvre, c'est à vous. Merci déjà de nous inviter à participer à ce webinaire. Je pense que pour nous, il est vraiment important que ces idées, ces démarches se développent et donc c'est avec tous les acteurs que c'est possible, qu'il est possible de le faire. Peut-être juste un mot sur le Théophraste Renaudot. Peut-être que le prix Renaudot est plus connu au niveau littéraire et qu'on ne se voit pas bien pourquoi il est au niveau de la santé. Seulement que Théophraste Renaudot était un médecin de Louis XIII et s'il a inventé la Gazette, d'où le prix Renaudot, il a aussi créé les premiers centres de santé pour indigents. Voilà le lien par rapport au nom. Alors, déjà, peut-être voir que la santé a beaucoup évolué. Pendant longtemps, la santé, c'était en fait juste l'absence de maladie et que c'était donc que l'histoire de médecins et que finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose sur notre santé. Et encore plus récemment, on s'aperçoit que la santé n'est pas que l'histoire d'une santé individuelle et que pour être en bonne santé, en fait, c'est tout un environnement qui doit l'être, notre famille, notre quartier, etc. Et donc, c'est important de vérifier, de confirmer que la santé, elle est aussi multifactorielle. Elle est bien sûr physique et ça peut dépendre même de nos gènes. On n'est pas tous à égalité à ce niveau-là dès la naissance. Et il y en a qui naissent avec des malformations, peut-être qu'on le saura d'ailleurs quand on connaîtra notre génome, tous les risques que l'on peut avoir. Ça, c'est physique. C'est également psychique. On sait que en fonction de notre état d'esprit, on peut être plus ou moins vulnérable et que notre santé est plus ou moins fragile. C'est également social. On le voit bien avec les inégalités sociales que si on n'a pas de travail, si on a des problèmes de logement, etc., eh bien, notre santé sera plus précaire et on le voit même au niveau des indicateurs d'espérance de vie. Elle est aussi environnementale et on le voit encore plus maintenant avec cette crise sanitaire du Covid, comment tous ces liens-là avec les ruptures écologiques qui finalement peuvent aussi déclencher des patients. Mais c'est vrai avec l'air, avec le bruit, etc. Donc, on voit que la santé, c'est quelque chose qui n'est pas qu'une affaire individuelle et qu'elle est multifactorielle et que probablement c'est le résultat d'un équilibre qui est très instable. Et donc, nous avons probablement toujours quelque chose à faire, pas simplement pour nous soigner quand on est malade, mais pour essayer pas simplement de conserver la santé, mais voire même l'améliorer. Et donc là, on va pouvoir aussi parler du lien entre la santé et la question de l'empowerment individuel. Alors, quand on parle d'empowerment, nous avons à l'Institut Renaudot essayé de proposer une définition qu'on ne retrouve pas toujours de la même façon. Donc pour nous, c'est un processus de mobilisation des ressources, tant individuelles que collectives, qui permettent à la fois aux individus et aux groupes d'être davantage auteurs et acteurs de leur vie et dans la société, et dans une perspective d'émancipation et de changement individuel et sociétal. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour essayer simplement d'accroître des compétences, mais que c'est aussi, bien sûr, dans ce but d'émancipation individuelle et collective. Je suppose que la majorité d'entre vous, vous connaissez ce tableau sur les différents déterminants de la santé, donc, qui est bien connu parmi les acteurs de la promotion de la santé, mais si vous ne les connaissez pas tous, je pense que c'est vraiment important de voir. Alors, ce qui est en rouge, c'est bien sûr ce qui est complètement les facteurs liés au sexe, à l'âge, à la constitution, donc ce qui peut être prédéterminé notamment, ce qui est génétique, etc. Après, il y a ce qui est lié en jaune, les facteurs liés au style de vie personnel. Donc, si nous fumons, si nous faisons du sport ou non, etc., on va avoir probablement une santé qui ne sera pas de la même qualité. Ensuite, et peut-être déjà c'est un petit peu moins connu, que notre santé est liée à nos réseaux sociaux.
C'était les Japonais qui avaient même fait le lien entre leur espérance de vie et la qualité de leur annuaire, du réseau social qu'ils avaient. Ensuite, il y a tout ce qui est conditions socio-économiques, culturelles et environnementales. Et on voit aussi bien à partir de l'agriculture, savoir si là on parle de plus en plus de bio par rapport au reste, l'éducation, et on va y revenir, l'importance au niveau de l'école, le travail, et souvent, on sait bien que les facteurs de stress sont très importants. Et si on est au chômage, ça l'est également, mais c'est aussi l'eau, les installations, les services de santé. Et on voit que finalement, les services de santé ne représentent, avoir un médecin, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre santé, mais ça ne représente qu'aux alentours de 20% des facteurs qui influent réellement sur notre santé. Et donc, ce qui est important, on parle de proche, la santé, oui, c'est bien proche de nous qu'elle se joue, la santé. C'est bien sûr là où nous allons trouver les acteurs du soin, c'est qu'on va trouver les médecins, les infirmières, les pharmacies, les hôpitaux, tous ceux qui peuvent intervenir au niveau de notre santé, mais également au niveau de la prévention. C'est là d'abord au niveau de l'école, qui influe grandement sur le bien-être des enfants, sur les lieux de travail, qui sont pas forcément, alors là, c'est pas forcément là où on habite, mais ça fait partie en tout cas d'ailleurs d'une importance, parce que quand il y a des 2 heures de trajet pour aller au travail, c'est bien sûr avec une grosse influence sur notre santé. Nos loisirs, la culture, le sport, c'est bien un niveau local. Donc, quand je disais tout à l'heure sur notre environnement, la qualité de l'air, de l'eau, du bruit, mais également toutes nos relations, à la fois familiales, mais également sociales, avec nos voisins dans le quartier, la vie associative, culturelle, etc. Donc, tous ces facteurs vont influer sur notre confort ou notre stress et donc sur notre santé. Et les inégalités, on parle beaucoup d'inégalités à la fois sociales et territoriales de santé. Ça devient une priorité pour toutes les institutions, sauf qu'on a l'impression qu'en fait, les agences régionales de santé qui le mettent tout le temps dans leurs priorités ne parviennent pas à pouvoir améliorer ces indicateurs, ces inégalités. Pourquoi? Probablement parce que ces inégalités, c'est un niveau très local qu'on peut vraiment agir dessus. Donc, nous n'avons pas tous accès à une bonne nourriture, à un environnement de qualité, à des structures de santé de qualité. Ça fait partie de ces inégalités. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intervenir en priorité dans les lieux où l'environnement est dégradé et où il manque des structures de qualité. Deuxième chose, c'est que la santé, elle concerne tous les secteurs. On le voit bien que ça concerne le secteur de la santé, mais que ça va concerner au niveau des écoles pour l'alimentation, au niveau de tout ce qui est prévention, de l'environnement, etc. Tout l'habitat, finalement, à chaque fois, le problème, c'est qu'on n'y met pas toujours la notion de santé. Dans les villes, ceux qui s'occupent de l'habitat, c'est d'essayer de trouver des logements, mais est-ce qu'il y a toujours cette notion de santé qui est prise en compte? Pas forcément. Et donc, c'est là où, pour nous, il est vraiment important d'arriver, tout le monde en parle d'intersectorialité, voire de transsectorialité, mais c'est beaucoup plus difficile à la mettre en œuvre. Et donc, c'est probablement, ça fait partie pour nous des choses importantes au niveau des démarches communautaires, de pouvoir mobiliser et impliquer tous les acteurs concernés de façon intersectorielle. Quand on parle d'acteurs, on y reviendra et Martine Antoine y reviendra plus précisément, mais pour nous, c'est aussi bien ce qu'on appelle les HUC, c'est-à-dire habitants, usagers, citoyens, que les professionnels, les associations, les élus, les institutions. Donc pour nous, c'est vraiment important, il n'y a pas une population cible, il y a une population qui doit être actrice au même niveau que les autres acteurs, sachant que ça veut dire qu'on reconnaît les savoirs des uns et des autres, la légitimité des uns et des autres pour ensuite construire ensemble. Donc les démarches communautaires, elles permettent de mobiliser les acteurs, de les impliquer et de favoriser une co-construction et l'empowerment collectif. L'empowerment, c'est donc comment faire en sorte que tout le monde puisse à la fois davantage d'abord se sentir appartenir à un même groupe, à quelque chose en commun, mais également puisse participer de plus en plus, puisse être mise en compétence. Il n'y a pas simplement à accroître les compétences, mais qu'on les utilise, et également en capacité à se responsabiliser. Donc, c'est au niveau local que les démarches sont les plus pertinentes et efficaces.
Pourquoi? Parce que c'est le plus proche du quotidien des gens, parce qu'on peut s'appuyer sur des ressources déjà existantes, des groupes qui se sont déjà mobilisés dessus, des associations, des collectifs, etc. C'est là que la transversalité est la plus réalisable. Plus on arrive à un grand niveau, plus c'est compliqué la transversalité. Et donc, c'est vraiment au niveau local que les différents acteurs peuvent se rencontrer, échanger et travailler ensemble. Également parce que l'horizontalité est plus praticable et les processus de décision plus facilement adaptables au niveau local, et plus on arrive à un niveau élevé, plus on va arriver avec des représentations et non plus avec de la participation de tout le monde. Et donc, c'est aussi les processus de changement qui à la fois s'initient plus aisément au niveau local, mais qu'on peut aussi les évaluer plus facilement. Donc, c'est vraiment important qu'au niveau local, on puisse les mettre en place, ces démarches communautaires. On ne peut pas d'emblée le faire au niveau de… Quand on dit local, c'est probablement entre 50 et 100 000 habitants que c'est le plus facile. En tout cas, c'est au niveau d'1 million d'habitants, on est déjà dans des représentativités. Ensuite, les démarches communautaires, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Didier Jourdan, tout à l'heure, parlait de ce changement au niveau des transformations sociales. Et donc, c'est bien sûr, pour ça, ça signifie que l'on puisse à la fois changer les pratiques des professionnels qui acceptent de partager leur savoir, qui acceptent de changer leur posture de domination vers des négociations, et éventuellement, ce que je peux appeler l'impuissance créatrice, c'est-à-dire au lieu d'être dans la toute-puissance, se dire qu'en fait, on n'a pas, nous, les réponses, que même le médecin, ce n'est pas lui qui guérit les gens, c'est les gens qui se guérissent, au mieux grâce à leur aide, parfois sans et peut-être parfois malgré eux. Et donc, si c'est ça, à ce moment-là, on se met dans une position, au contraire, d'être ensemble pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Ensemble, patients, médecins, mais ensemble avec tous ceux qui agissent sur les acteurs, sur les déterminants de la santé. Un changement au niveau des usagers, c'est qu'ils passent de consommateurs à acteurs. Des institutions, au lieu d'avoir des opérateurs qui sont là pour mettre en œuvre leurs projets, leurs priorités, c'est de les rendre pleinement acteurs et d'être aussi au service des acteurs. Des élus qui acceptent un partage du pouvoir et une intersectorialité. Voilà, c'est généralement dans les mots, c'est plus facile que dans les actes. Et donc, l'ensemble, c'est d'essayer de favoriser des pratiques locales horizontales et donc, on va dire, circulaires pour que ça circule, permettant à tous les acteurs de trouver leur place. Mais bien sûr, on ne peut pas n'être que dans cette horizontalité. Les institutions, aussi bien politiques qu'administratives, elles répondent aussi à des nécessités qui sont beaucoup plus verticales. Ça vient du haut qu'on leur demande de faire telle ou telle chose. Et donc, on a besoin aussi d'articuler des pratiques locales horizontales avec des pratiques institutionnelles verticales, ce qui rend bien sûr les choses complexes, mais c'est dans cette complexité, et non pas dans du pouvoir contre pouvoir, mais qu'à ce moment-là, les différents acteurs peuvent se mettre dans un espace de co-construction. Merci beaucoup, Philippe Lefebvre, pour cette présentation extrêmement claire.